des COX-2, dont l'efficacité est similaire à celle des ANS, mais qui s'accompagne, bien sûr, d'effets indésirables extrêmement sérieux. Par exemple, Pfizer a organisé 9000 événements d'éducation médicale continue pour le célicoxib et Merck a organisé 7607 événements d'éducation médicale continue pour faire connaître le rofecoxib. Et dernièrement, on a découvert que certaines études qui ont mené aux autorisations de mise sur le marché de ces deux produits-là ont été réalisées par un anesthésiste qui a admis avoir falsifié ces données, avoir inventé des patients, par exemple, dans 21 essais cliniques. Dans la plupart des cas, les diurétiques qui se vendent véritablement pour quelques sous, qui ne sont vraiment pas chers, sont le meilleur choix thérapeutique d'après l'étude ALLAT qui a été organisée par les National Institutes of Health aux États-Unis. Alors, l'utilisation de ces nouveautés qui bénéficient de budgets de promotion colossaux se traduit, selon ALLAT, par des coûts supplémentaires de 8 à 10 milliards de dollars aux États-Unis seulement, et sans que les patients en retirent quelque bénéfice que ce soit. Jerry Avorn, que je citais tout à l'heure, documente justement dans son dernier livre l'histoire d'une patiente désargentée qui ne pouvait s'offrir des bloqueurs calciques. Et elle est décédée après avoir arrêté ses diurétiques, tout simplement parce qu'un jeune médecin lui a répété ce qu'il avait entendu dans une présentation de l'industrie, à savoir que les diurétiques sont démodés. Alors, comme c'est démodé, c'est inutile de continuer d'en prendre. Dans l'immense majorité des cas, ce qu'on appelle aujourd'hui le reflux gastro-œsophagien, ça a l'air beaucoup plus grave que brûlement d'estomac. Dans le passé, on appelait ça tout simplement des brûlements d'estomac. Alors, dans de nombreux cas, ce qu'on prescrit, ce sont les inhibiteurs de la pompe à protons. La pompe à protons, c'est une enzyme qui est responsable de la sécrétion de l'acide. Alors, les inhibiteurs de la pompe à protons, les IPP, devraient être réservés aux cas les plus résistants. Alors, aux États-Unis, par exemple, les 4 principaux IPP représentent un marché de 10,5 milliards de dollars. Et une étude récente qui a été publiée dans le British Medical Journal montrait, par exemple, qu'en Australie, en Irlande, en Grande-Bretagne, ils ne sont pas indiqués pour 63, 33 et 67 % des cas, respectivement. Une autre étude qui a également été publiée dans le British Medical Journal montrait, par exemple, qui portait sur un hôpital du Minnesota, montrait que 40 % des patients prenaient des IPP, 40 % en prenaient à la sortie versus 10 % à l'entrée. Et leurs effets indésirables sont parfois importants, comme par exemple pneumonie, ostéoporose, maladie du rein qui est rare, et on vient de découvrir par certaines études qu'il serait contre-indiqué avec le Plavix parce qu'il pourrait causer des crises cardiaques. Au Québec, les corporations d'achat pour les hôpitaux et les cliniques publiques paient les oméprazole, le Nexium, 1 centime, 1 cent. Ceci afin d'habituer les médecins à prescrire ces produits-là et les patients à s'y abonner. Or, en pharmacie, le Nexium coûte 2,10 $ le cachet et la Régie de l'assurance maladie du Québec le paye également 2,10 $. Alors, quand l'oméprazole a été sur le point de perdre son brevet, on a breveté son image miroir, ce qui a donné les oméprazoles ou le Nexium. Autrement dit, le Nexium, c'est une demi-oméprazole ou un demi-Prilosec. Et en plus de ça, le générique du Prilosec est disponible. Et le Nexium a bénéficié d'une campagne de promotion pour son lancement de 489 $. J'ouvre ici une parenthèse pour les traducteurs.
le fabricant du Nexium a organisé, pour transférer les patients qui étaient habitués au Prilosec au Nexium, a organisé 4 essais cliniques. On a comparé des doses de 20 mg de Prilosec, de 20 mg d'oméprazole, autrement dit, à des doses de 20 et 40 mg d'ésoméprazole. Et dans 2 essais cliniques sur 4, l'ésoméprazole est sorti vainqueur par une très faible marge. En 2002, l'oméprazole a réalisé des ventes de 4,6 milliards de dollars. C'était un des médicaments les plus vendus sur la planète. Et il rapportait, selon NBC Health, il rapportait au moins 2 fois plus de profit que tous les McDo, les Wendy's, les KFC, les Taco Bell et les Pizza Hut réunis. C'est à se demander si le fabricant n'a pas des actions dans Pizza Hut, parce qu'on sait, évidemment, je veux dire que manger de la pizza à 10 heures le soir, ça donne des brûlements d'estomac. L'industrie pharmaceutique a trop souvent recours à des activités de promotion illégales pour rentabiliser un produit. Il y a des exemples qui sont très connus, comme par exemple le gabapentine, le valdecoxib et le loprolide. Alors, pour concurrencer un produit moins dispendieux, TAP Pharmaceuticals, qui est une coentreprise entre Takeda et Abbott Laboratories, a tenté de corrompre le DG d'une Health Maintenance Organization. Ce sont des fournisseurs de soins de santé qui embauchent des médecins, qui ont des hôpitaux. Plusieurs d'entre elles ont été mises en place par des compagnies d'assurance. Il en existe à but lucratif, il en existe à but non lucratif, comme par exemple, vous connaissez peut-être Kaiser Permanente ou encore Blue Cross. Alors, ils lui ont offert 65 000 $ pour le fidéliser au Lupron. Et en plus, TAP Pharmaceuticals a vendu ou donné donné ou vendu au prix du gros, le prix du gros étant 350 $, à des médecins qui facturaient le plein prix à Medicare, à savoir 500 $, et ces médecins-là empochaient la différence. Et TAP a dû payer des amendes de 875 millions de dollars. Son concurrent a eu recours exactement aux mêmes tactiques. Aux États-Unis, 21% des ordonnances, 60% pour les antipsychotiques, sont non conformes à l'indication et les fabricants ont souvent recours à la promotion illégale pour leurs produits. Alors, toute promotion hors indication est illégale pour l'industrie pharmaceutique, mais pas pour les médecins. Bien sûr, il y a certaines de ces prescriptions qui sont incontournables, notamment pour les enfants. Mais 73% des utilisations non conformes à l'indication sont aucunement ou peu fondées scientifiquement. Prenons le cas de l'olanzapine, le Zyprexa. C'est un antipsychotique atypique. Depuis son autorisation de mise sur le marché, les ventes de l'olanzapine ont atteint 39 milliards de dollars. Alors, l'olanzapine a été approuvé pour traiter la schizophrénie et la bipolarité chez les adultes. Or, le fabricant, Lilly, a promu le Zyprexa auprès des généralistes pour traiter des problèmes d'humeur, dépression, tristesse, etc., ou pour contrôler le comportement des jeunes qui étaient un peu agressifs, turbulents, ou des vieillards séniles. Alors, les prescriptions pour les enfants ont été multipliées par 5 en 15 ans, et au Minnesota, qui est un des seuls États qui oblige les compagnies pharmaceutiques à révéler les sommes qu'ils donnent aux médecins. Donc, au Minnesota, les psychiatres qui ont reçu 5 000 $ et plus de l'industrie en prescrivaient 3 fois plus que les médecins qui n'avaient rien reçu ou qui avaient reçu des sommes inférieures. Et selon le New England Journal of Medicine, le risque de mort cardiaque subite double chez les utilisateurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, l'olanzapine se vend à 25 $ le cachet et au Canada, 12 $ le cachet, alors contre, par exemple, 5 cents pour les vieux antipsychotiques, les antipsychotiques qui ont été développés avant les antipsychotiques atypiques.
En plus de la mort subite